Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'écoutez. Dites-moi dans le chat si le son est clair pour On vous. t'entend très bien, je pense, Mouchira. Je Bonsoir. suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire autour de la data et de comment faire parler les data de votre entreprise. Je suis Mouchira Labidi, je suis responsable data IA à la plateforme qui est une école méditerranéenne du numérique. C'est une école inclusive, gratuite. À la plateforme, on forme des gens sur les métiers du numérique, notamment tout ce qui est développement web, data, IA, cybersécurité, cloud et plein d'autres formations qu'on essaye d'imaginer. On forme nos étudiants d'une façon active. C'est une pédagogie active. On propose pas de cours, on propose pas de slides. On propose aux étudiants d'apprendre en faisant les choses, en travaillant en équipe sur des projets entreprises, des projets qu'on essaie de construire avec nos entreprises partenaires. Et justement, aujourd'hui, je suis accompagnée de Pierre Gardeux, qui est chef digital officer chez NGE, une de nos entreprises partenaires. Donc, je laisse Pierre se présenter et présenter NGE. Bonsoir, Mouchira. Donc oui, en effet, on Bonsoir. est partenaire depuis maintenant presque 3 ans, hein. Moi, de mon côté, je suis historiquement conducteur de travaux. Je bosse dans le groupe NGE depuis un peu plus de 6 ans. Et donc depuis 1 an et quelques, j'ai pris le poste de Chief Digital Officer pour accompagner la transformation digitale du groupe. Et donc j'ai pas mal échangé avec la plateforme Mouchira et les différentes équipes sur tous nos sujets de data et d'IA. Et donc l'idée, c'est de vous en faire un petit débrief aujourd'hui. Très bien, et on profitera du Rex du Pierre sur les différents projets qu'on a construits ensemble. Pour commencer ce webinaire, je vais vous proposer un petit sondage pour bien démarrer. Donc, si vous allez en bas à côté du chat questions, vous avez sondage et j'ai imaginé 3 questions auxquelles je vous invite à répondre. On va se prendre 2 minutes pour répondre à ces questions. Donc, première question, c'est le pourcentage des managers qui disent préférer suivre leur instinct, même si les données s'avèrent contredire leur jugement. Est-ce qu'il est de 15, de 30 ou de 65%? Deuxième question, c'est sur le pourcentage des entreprises qui sont capables aujourd'hui d'exploiter correctement leur propre base de données CRM. Est-ce qu'on a oui, 47 ou 74 entreprises? Et enfin, sur 1000 entreprises qui ont été interviewées, à votre avis, c'est quoi le pourcentage des entreprises qui disent aujourd'hui exploiter correctement leurs données? Donc, n'hésitez pas à répondre à ces questions juste pour avoir un peu les réponses et on fait un petit tour après. Dites-moi dans le chat si vous avez accès au sondage. Très bien, merci Pierre. Et je vais partager mon écran pour vous apporter les bonnes réponses. Donc, pour la première question, moi j'étais surprise quand même de ce chiffre, mais voilà, la majorité des réponses sont quand même justes. C'est que 8% le pourcentage des entreprises qui exploitent correctement leurs données. On s'attend à plus vu voilà que tout ce qui est transformation numérique digitale, ça a commencé il y a déjà un moment, on commence à parler de data il y a un moment, mais il y a que 8% des entreprises qui exploitent correctement les données. La deuxième question, c'était autour des entreprises qui exploitent les données liées à leurs clients, donc tout ce qui est donné dans le CRM. Une entreprise sur 2 dit exploiter correctement les données liées au CRM. Et enfin, 65% des managers préféraient suivre leur instinct. Je ne sais pas si vous faites partie de ces managers ou pas, Pierre. Voilà, Toi, par ça arrive exemple. forcément avec. Faut prendre quand même en compte quand même le biais que des fois peuvent représenter les données et que le manager va essayer de couper, hein. Souvent, il va dire je ne pense pas que cette donnée-là soit représentative du contexte dans lequel je suis. Je pense que ça amène Ouais. souvent à changer un petit peu son orientation.
Très bien. Merci pour vos réponses. Maintenant, on va faire un petit zoom sur les enjeux data, plutôt les grandes tendances liées aux enjeux data. Bah, la data, c'est un vrai enjeu pour les entreprises. Tout le monde est d'accord sur ça. Mais je vais vous présenter ici trois tendances d'enjeux data. Le premier enjeu, c'est de la data literacy ou la littératie de la donnée. C'est quoi la littératie de la donnée? C'est en fait comment rendre la donnée accessible, compréhensible et exploitable par chaque collaborateur dans l'entreprise, quelle que soit sa fonction, son statut, etc. C'est faire participer les collaborateurs à créer de la valeur, créer des solutions, des outils d'aide à la décision à partir de leurs données chacun à partir de sa place. Si je suis une entreprise, il faut que mon service marketing ait accès à la donnée. Il faut que la RH ait accès à la donnée. Les décideurs, le service finance, tout le monde doit participer à cet enjeu. Ça rentre dans la diffusion d'une culture data dans l'entreprise parce qu'au final, il ne suffit pas d'avoir des data warehouse et des data lakes et d'embaucher des data engineers et des data scientists pour dire qu'on est une entreprise data-driven ou data-centric. Il faut vraiment diffuser une culture data dans l'entreprise. Le deuxième enjeu, il est lié à la gouvernance de la donnée. En gros, c'est comment je mets en place des procédures pour assurer la sécurité, la confidentialité, l'exactitude, la disponibilité et l'exploitabilité des données. Et là, on ne parle pas que des technos à mettre en place, mais aussi process et actions à mettre en place pour assurer cette gouvernance donnée. Et enfin, une des grandes tendances du moment, c'est la data éthique. C'est comment rendre mes données, on va dire, éthiques et mes solutions éthiques by design. Pierre, tout à l'heure, il a parlé des biais et comment les managers, bah, forcément, il y a des biais dans la data. Donc, comment s'assurer que mes données ne sont pas biaisées, que mes données n'incluent pas nos préjugés. Comment s'assurer que nos process sont transparents, qui respectent la confidentialité des données. Comment s'assurer que quand je développe une solution d'aide à la décision, cette solution, elle doit respecter l'impartialité. Cette solution, elle doit me donner des décisions objectives, impartiales et pas des décisions imprégnées de nos préjugés. Je pense par exemple aux outils d'aide à la décision pour les financiers qui doivent mettre en place des outils, par exemple, pour le credit scoring ou pour accorder un prêt ou pas. Comment s'assurer que cet outil, qui au final se base sur les données clients, elle n'exclut pas certains clients par rapport à leur âge, à leur genre ou à leur appartenance. Je pense aussi à par exemple, des solutions dans le RH pour recruter des personnes à partir de leur CV. Comment pareil s'assurer que mes données sont non biaisées, que mes données respectent l'éthique. D'ailleurs, Je à vous... ce sujet, Mouchira, Oui, si je peux me bien permettre, hein, sûr. il y a, le cercle Interrel notamment qui a diffusé une note, et un outil sur, l'aide à la décision sur, les biais. Donc, il Mhm, s'appelle, Femmes et IA, sur lequel ils travaillent justement. Il y a tout un guide qui a été diffusé auprès d'elles, dont NGE d'ailleurs est signataire de la charte, qu'ils ont créée. Donc qui essaie un peu de travailler sur ces biais et de s'assurer qu'on puisse faire de l'IA qui soit éthique et qui est responsable notamment, pour les décisions prises. très bien. Merci Pierre. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de travaux dans ce sens-là. Moi, je suis très sensible à ces sujets. Je sais qu'il y a plein de, voilà, de workshops, de travaux, de pactes pour définir une IA éthique by design qu'on peut aussi vous communiquer si le sujet vous intéresse. Pierre, vous, chez NGE, c'est quoi vos enjeux, vos principaux enjeux autour de la data aujourd'hui? Bah, moi je veux dire que pour l'instant, nous, notre gros enjeu, c'est, la data gouvernance aujourd'hui. On est en train de mettre en place, et de tester notre data warehouse, donc notamment du côté de la DSI. On déploie notre nouvel ERP et on sait qu'on a un gros challenge sur l'analyse de la donnée, d'être capable de rationaliser l'ensemble de nos données, du SIRH, de l'ERP et des différentes Mhm. entrées qu'on peut avoir. Donc là, on en est Très bien. vraiment à rationaliser, structurer, cette donnée dans notre data warehouse
pour être Mmh. capable de l'analyser après plus globalement. Pour l'instant, on explore de la donnée, mais à des niveaux micro, on le fait autour, beaucoup de fichiers Excel, de rapports qui sont faits localement Mmh. et on a cette volonté maintenant d'être capable de monter d'un cran et d'être capable de diffuser des rapports aux gens et de l'analyse de données un peu plus pertinente pour les opérationnels en direct. Très bien, merci Pierre. Ce slide pour parler de les usages des données selon la maturité. Quand on est une entreprise, comme il vient de le dire Pierre, on a plein de données qui viennent de plein de sources, des fichiers Excel, des fichiers partout, généralement. Et le premier niveau, c'est de dire, OK, je vais commencer déjà par consolider ces données et faire ce qu'on appelle du descriptif ou de l'analytique. C'est-à-dire que je vais proposer peut-être des dashboards dans lesquels je vais visualiser des données pour créer des outils d'aide à la décision. Ça va me permettre de consolider mes données, de mieux les connaître et puis de créer des indicateurs pour une meilleure performance dans l'entreprise. Ça, c'est le premier niveau de maturité data. Le deuxième niveau, c'est de dire, OK, maintenant j'ai les données, elles sont claires, elles sont dans des dashboards. Les utilisateurs, ils utilisent ces dashboards, ils ont une meilleure connaissance de données, une meilleure relation entre guillemets avec ces données-là. Je vais passer à l'échelle prédictive. Je vais maintenant intégrer des solutions qui vont me permettre de prédire le futur. Je vais peut-être prédire le scoring de churn de mes clients. Je vais prédire mon chiffre d'affaires. Je vais prédire le score de satisfaction de mes clients. Il y a plein d'autres applications. Et puis le niveau 3, autour de la maturité de la donnée, c'est le niveau un peu au-dessus, c'est le niveau qu'on appelle cognitif, c'est-à-dire là, je vais développer des solutions qui sont capables de prendre des décisions, des solutions autonomes pour prendre des décisions. Dites-moi, s'il vous plaît, dans le chat, vous, dans vos entreprises, vous estimez que vous êtes à quel niveau? Niveau 1, niveau 2, niveau 3, entre le 1 et les 2, entre le 2 et le 3. Je suis curieuse de savoir vos réponses, donc je vais revenir dans le chat pour voir ça. Très bien. Donc globalement, c'est le niveau 1 donc qui ressort et c'est le cas aujourd'hui franchement de la majorité des entreprises que je rencontre avec lesquelles on échange. On est au niveau 1 et on essaie de tendre vers le niveau 2, d'intégrer du machine learning, de l'intelligence artificielle pour mieux valoriser nos données, pour créer des applications prédictives, prescriptives, etc. Pierre, vous aussi, vous êtes au niveau 1 ou vous avez Ouais, passé au exactement. niveau 2 du Non, coup? on explore un petit peu, hein, le niveau 2, on l'a fait avec vous notamment, mais Mmh. globalement, à un niveau global, sur la donnée, on travaille globalement sur l'analyse, un petit peu basique. Très Ce qui est bien. dé ce qui est déjà un bon ce qui est déjà une belle étape, hein, pour Bien nous. sûr, c'est une belle étape et puis c'est une étape cruciale avant de passer au niveau 2 de toute façon. On peut pas brûler, les étapes. Et si je vais vous décrire quelques projets, pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec la donnée et qu'est-ce qu'on peut faire avec la donnée quand on la couple à des techniques ou des technologies autour du machine learning et de l'intelligence artificielle. Ce premier projet avec, Total consiste à faire du clustering client. Total, ils ont plein de, on va dire, de clients et ils proposent au début des services et des produits à tous ces clients-là. Ensuite, ils se sont dit, en fait, on veut une meilleure connaissance de nos clients pour mieux personnaliser nos offres et nos produits en fonction de ces clients-là. Donc, ils nous ont fourni les données. La première étape, c'était, comme il a dit Pierre, donc le niveau 1, faire des dashboards pour visualiser ces données-là, pour imaginer avec l'équipe marketing les indicateurs et les KPI qui les intéressent. Donc, on a commencé par créer des dashboards sur Power BI. Ensuite, on a développé des algorithmes de clustering, des algorithmes basés sur du machine learning pour définir des familles ou des clusters de clients qu'on est venu étudier avec l'équipe marketing qui ont imaginé derrière des offres et des services pour chaque famille de clients.
Le projet a continué après. On s'est dit, OK, maintenant qu'on a les clusters des clients, qu'on connaît mieux nos clients, un nouveau client qui arrive, comment je peux faire pour lui proposer le bon service? Donc, on a développé aussi des modèles basés sur du machine learning pour classer ces nouveaux clients. Donc, c'est de la classification. J'entraîne des modèles. Un nouveau client qui arrive, le modèle peut me dire ce client, il appartient à la famille A, B ou C. Et du coup, pour chaque famille, on a défini des services personnalisés, des produits personnalisés. Et c'était vraiment un beau projet réalisé, mais qui a nécessité beaucoup de travail en amont pour consolider les données, pour créer la base de données, pour récupérer les données et surtout pour rendre les données d'une bonne qualité, parce que ça aussi c'est un vrai enjeu autour de la data. La donnée est rarement de bonne qualité, donc il y a tout un travail à faire pour améliorer la qualité des données. Le deuxième projet, c'est dans le secteur de l'assurance. Là, c'est des données qu'on appelle non structurées. C'est pas des tableaux, des fichiers Excel, c'est des documents. Et s'il s'agit d'un conseiller de clientèle, on va dire qui reçoit un dossier par client, et dans ce dossier, il y a 10 documents différents, comme le passeport, le livret de famille, le RIB, etc. Et avant, bah, c'était un travail manuel pour classer ces documents-là. Et ben, grâce à la récupération de ces données-là, grâce à l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle, notamment ici, c'était des réseaux de neurones, ils ont réussi à mettre en place en 3 mois et en utilisant 4000 images, un outil qui va automatiquement classer ces documents, un outil qui était précis à 94 en moyenne. Donc, sur l'ensemble des documents, 94% des documents étaient correctement classés grâce à cet outil. Et on peut imaginer plein d'applications qui découlent de ça. On sait qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on a plein de documents sous forme de PDF ou des textes à classer. Et donc, ce genre d'applications, ils permettent aussi d'automatiser énormément de tâches qui étaient faites avant manuellement et faire gagner du temps à l'ensemble des collaborateurs. Et enfin, un troisième projet dans le secteur bancaire pour la détection de fraude. La banque, va dire habituellement et classiquement, elle a ses propres outils, ses propres solutions pour détecter la fraude. Et ici, c'était voilà de tester des algorithmes basés sur du machine learning et de les comparer avec des approches classiques, une approche basée sur des règles. Et le résultat était vraiment encourageant parce que pendant 6 mois, 5 personnes ont travaillé sur le projet et ils ont réussi d'avoir des modèles qui détectent jusqu'à 98% de fraude. Bah, des projets, je peux vous en montrer des centaines. J'ai sélectionné ces trois-là, mais s'il y a un secteur en particulier qui vous intéresse, si vous voulez qu'on vous envoie d'autres use cases, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. On reviendra vers vous. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'offre de formation et d'accompagnement qu'on propose à la plateforme. J'ai rejoint la plateforme il y a maintenant 8 mois et pendant ces 8 mois, j'ai travaillé avec une excellente équipe commerciale où on va rencontrer des clients, écouter des clients, écouter les entreprises partenaires pour comprendre leurs besoins aujourd'hui autour de la data et autour de l'IA. Et c'est à partir de leurs besoins qu'on a imaginé cette offre avec eux. Donc, je vais à chaque fois vous décrire un peu le besoin terrain qui est sorti de nos échanges avec les clients et puis la formation ou le type d'accompagnement qu'on a imaginé et Pierre après nous fera un retour d'expérience sur l'ensemble de ces formations et de ces accompagnements. Donc, premier besoin, je suis un directeur, manager ou chef de projet dans une grande entreprise ou dans une PME et mon entreprise, elle a comme objectif de découvrir les principaux enjeux de la gestion des données. On a parlé de la gouvernance des données, comprendre comment enrichir son patrimoine de données, comment découvrir les principales applications business de la data et surtout comment définir des use cases, comment je projette des use cases possibles de mes données.
Donc, à partir de ce besoin-là, on a imaginé une journée d'acculturation, de sensibilisation, de formation pour comprendre la data et ses enjeux. Et pendant cette journée qu'on a appelée Data Start, on va parler de vos données, de vous montrer que vos données, c'est des leviers de création de valeur, parler de la management de la donnée, faire des exercices pratiques sur vos propres données pour vous montrer qu'il y a des techniques aujourd'hui qui vous permettent d'améliorer la qualité de vos données, parler des dimensions d'un projet IA et surtout de co-construire avec vous des use cases. Dans ce même principe, on a imaginé aussi l'IA Start. Là, c'est une journée autour de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une journée dans laquelle on va parler de l'IA, comment ça marche, vous présenter des use cases clients pour vous inspirer, parler de dimension d'un projet IA, comment réussir un projet IA ou pas d'ailleurs, et surtout construire avec vous les contours de votre projet IA. Imaginez avec vous des use cases dans vos entreprises à partir de vos besoins, à partir de vos données et les prioriser. Et Pierre peut peut-être vous décrire la journée IA Start qu'on a faite ensemble. Pierre, ton retour sur cette journée-là? Est-ce qu'elle a Oui, c'est apporté vrai. pour Alors, NGE? ouais, nous, on l'avait fait il y a un petit peu plus de 2 ans, hein, juste avant le covid. Donc on avait fait passer, tout le COMEX chez nous, puis un peu les gens qu'on avait, détectés comme, ayant du potentiel et un vrai intérêt sur le sujet. Et donc on avait fait, 2 journées au début de l'année 2020, qu'on avait ensuite, fait suivre de notre côté par une grande réunion auprès de toutes les personnes qui s'étaient, penchées sur le sujet pour un peu initier la démarche, IA dans le groupe, qui avait, mené à 3 groupes de travail et des sujets qu'on Mhm. explore depuis, dont certains qu'on a explorés, avec vous, la plateforme. Et c'est vrai que c'était un bon moyen de découvrir un peu le sujet, on va dire de le défricher, de le dégrossir et de mener un petit peu à des brainstorms entre nous pour faire émerger, comme tu le disais, les quelques cas d'application concrètes chez nous. Et c'est ça Mm. d'ailleurs qui avait ensuite, rebondi lors de notre réunion pour créer ces 3 pistes qu'on a explorées chez nous et dont je vous détaillerai peut-être un petit peu plus, le sens ensuite. Très bien. Donc, c'est vraiment un bon début, moi, je trouve, pour se lancer dans ces projets autour de l'intelligence artificielle, parce que souvent, on ne se lance pas, les gens, ils disent par crainte, mais je dis plutôt par méconnaissance, parce qu'on ne connaît pas ce domaine-là ou parce qu'on n'imagine pas tout ce qu'on peut faire avec. Donc, ça permet vraiment de découvrir ce domaine et ça permet d'imaginer derrière, surtout des use case business dans l'entreprise. Un de nos clients, plusieurs plutôt de nos clients, hein, ils nous disent qu'aujourd'hui, ils utilisent Excel, comme la majorité des entreprises, comme vous, j'imagine, et qui veulent passer la seconde pour valoriser leurs données. Ils veulent former leurs développeurs, leurs chefs de projet IT, leurs responsables data sur Python. Python qui est voilà, un outil performant, un logiciel de programmation qui permet vraiment de faire des choses formidables quand il s'agit de la data, du machine learning et de l'IA. Et donc, pour ça, on a imaginé cet accompagnement ou cette formation sur 3 jours pour dire au revoir au fichier Excel et dire bienvenue à Python. Donc, une première journée, on va travailler ensemble sur comment faire parler vos données avec des bibliothèques Python. Une deuxième journée où vous allez passer au niveau 2, où vous allez développer quelques algorithmes de machine learning à partir de vos données. Et puis, une troisième journée où vous allez vous développer vos propres modèles de deep learning. Alors, c'est une formation, je vais dire, voilà, c'est 3 jours, c'est dense. Maintenant, on n'est pas obligé de faire les 3 jours. On peut dire, bah, moi, aujourd'hui, dans mon entreprise, c'est plutôt le niveau 1 qui m'intéresse, c'est comment faire parler mes données avec des outils open source et comment passer, on va dire, de l'Excel à Python pour automatiser peut-être certaines visualisations, pour gagner du temps, pour passer à l'échelle. Vous pouvez dire, bah, je peux prendre la journée 1 et puis passer à la salle 2, faire du machine learning ou les 3 jours. Donc, tout ça, c'est à définir avec vous. Et ensuite, bah, Power BI, on sait que voilà aujourd'hui,
enfin voilà, beaucoup d'entreprises l'utilisent, cet outil puissant pour tout ce qui est business intelligence, tout ce qui est data visualisation. Et donc là aussi, on vous propose une formation pour utiliser Power BI pour analyser, valoriser vos données, 3 jours pour découvrir les fondamentaux de Power BI, pour vous apprendre à modéliser et visualiser vos données et à optimiser et publier vos rapports. Pierre, vous utilisez Power BI chez NGE, vous formez les Ouais. collaborateurs sur ce logiciel? Alors oui, nous on le pousse de plus en plus avec, il y a un peu de parallèle, hein. On a du ClickSense qui lui est plus poussé, Mhm, côté DSI pour des rapports en groupe et on va avoir du Power BI, où on fait plus ce qu'on appelle du citizen dev. Donc on incite les gens à venir créer leurs propres rapports et on a lancé notre propre formation, notamment pour le niveau 1, parce qu'on voulait quelque chose de très basique sur lequel on puisse expliquer vraiment les bases en prenant notre temps mm, à nos collaborateurs. Donc on a lancé ça il y a 2 semaines maintenant et donc on va un petit peu le dérouler chez nous. Et on voit très rapidement, hein, l'intérêt chez les gens sur la capacité d'analyse, notamment l'analyse croisée, hein, l'interaction qu'on peut avoir mm, entre les différents visuels des rapports qui très vite et ils le disent, hein, Microsoft, c'est leur objectif, c'est le 5 minutes to wow et ça mm, s'applique c'est assez vrai, hein, donc on a de plus en mm, plus, en tout cas de notre côté, d'engouement autour de ce sujet et donc on le voit nous comme un vrai levier pour inciter les gens en plus à venir nettoyer leurs données. Tu l'évoquais au mm. début, hein, le fait qu'on ait besoin d'avoir Ouais. nettoyé de la donnée propre. Mm, Mettre un reporting attaché à cette donnée, ça automatise une grande partie du travail et ça incite les gens à avoir de la donnée propre parce qu'ils veulent voir, le réel dans le reporting. Ils vont plus le tricher derrière, corriger la donnée et cetera. Donc le fait mm, d'avoir mm, vraiment la donnée propre dès l'instant T. Donc nous on y voit des très vrais bien. progrès et c'est un gros levier chez nous, quoi. Mmh. Et comment vous incitez les gens à utiliser ces dashboards? Moi, par exemple, des fois, quand on discute et surtout ce qui me remonte l'équipe commerciale quand ils discutent avec les clients, c'est que certains clients nous disent: «OK, on a des dashboards, mais il y a certains de nos collaborateurs, ils savent même pas que ces dashboards existent». Ou alors, voilà, comment vous cette adoption de ces solutions, de ces nouvelles solutions dans l'entreprise, des gens que pendant des années, ils ont utilisé Excel, comment vous faites pour les inciter ou pour les inclure dans des projets, de transformation tels que le passage à Power BI? Alors en fait, nous, on a un peu, je pense qu'on a essayé un peu d'inverser le paradigme, mais c'est vrai au début, on avait un peu tendance à dire: «Ah ça, je suis sûr on peut te le faire sur Power BI». On faisait des trucs et on Mmh. regardait un peu les analytics, on voyait que c'était quasiment pas utilisé. Et donc maintenant on a un Oui. peu inversé, on s'est dit: «Qu'est-ce qui vous prend du temps à faire comme reporting? Qu'est-ce qui est casse-pied?» Mmh. Donc là, tu vois, par exemple, le gros sujet en ce moment, c'est, les reportings autour de tout ce qui est Mmh. QSE, donc qualité, sécurité, environnement et donc Mmh. notamment les rapports de visite, les suivis de rencontres au début des shifts de chantier et c'est quelque chose qui demandait énormément de travail au QSE tous les mois pour l'utiliser et en fait, on est venu juste dire: «Bah, ce que vous faites et ce qui vous prend, 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine, on va vous l'automatiser» et donc Mmh. naturellement, les gens, ils savent qu'ils ont plus le travail de transformation à faire, ils vont là, ils trouvent l'information directement. Donc ça les incite, encore une fois, à la fois, du coup, à utiliser notre reporting qui nous commence à vraiment tourner, hein. Je Mmh. regarde un petit peu en amont de la préparation de la réunion, où voilà, le reporting sur les QSE, c'est consulté, à peu près 1000 fois dans le mois en nombre de pages visitées, donc ça tourne vraiment chez nous et ça incite du coup les gens à utiliser les outils de base pour avoir de la donnée propre, parce qu'ils savent que s'ils font l'ensemble du cycle, ils ont le reporting qui leur est, donné tout cru dans le bec. Alors que s'ils utilisent encore les détours qu'ils utilisaient parfois, bah, ils doivent continuer à, «perdre ce temps» entre guillemets sur le reporting et qui est souvent une frustration chez eux parce que c'est pas un travail qui est intéressant, quoi. Très bien, merci. Dites-moi dans le chat si vous connaissez Power BI, si vous l'utilisez dans votre entreprise, pour savoir si vous l'utilisez. Hem, enfin, une dernière, forme d'accompagnement qu'on a imaginé avec, nos entreprises partenaires, c'est de se dire: «OK, je suis une entreprise, je souhaite booster mon innovation dans la data, dans l'intelligence artificielle. Je veux renforcer, les compétences de mes collaborateurs. Je vais les faire monter en compétences sur Power BI, sur Python, sur la data en général». Et on sait aujourd'hui aussi que, voilà, qu'il y a pas beaucoup de compétences sur le marché, et du coup, je veux aussi sourcer des profils en data et en IA. Et donc pour répondre à ce besoin, on a imaginé 2 options. La première, c'est aujourd'hui à la plateforme, on forme des gens sur l'IA et de la data.
On a 2 parcours, d'ailleurs je suis la responsable pédagogique de ces parcours. Un premier parcours, qui est cursus IA 1 où on va former des gens sur tout ce qui est, data, donc de la récupération de la donnée au stockage, aux manipulations, l'amélioration de la qualité, jusqu'au faire des dashboards, des visualisations et intégrer, du machine learning. Et puis un niveau 2, un cursus IA 2, où là, donc ils vont passer au stade suivant. On va leur apprendre plus de techniques autour de l'IA, donc des techniques de deep learning. Ils vont faire du NLP, ils vont faire de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance vocale, et surtout, ils vont apprendre à gérer un projet autour de la data et de l'IA. Donc là, les entreprises, ils peuvent, sourcer, leurs équipes, avec, des stagiaires, des alternants ou même embaucher des gens en CDI. Et d'ailleurs, on le propose aussi pour les autres, parcours, soit en coding school, cybersécurité et cetera. Et puis, la deuxième option, qui est aussi intéressante, et Pierre, il donnera, d'autres, il vous décrira les projets, après, c'est la Data Factory de Digital Lab. Là, vous avez des projets. Imaginons, vous avez beaucoup de projets, mais vous n'avez pas assez de ressources pour faire les projets. Ou alors, vous avez des projets, on va dire, prioritaires que vous voulez rapidement avoir, une solution, ou alors vous dites, bah, je veux lancer des POC pour étudier la faisabilité de cette solution autour de l'IA. Donc là, vous pouvez nous confier votre projet, et c'est, des groupes d'étudiants, donc 4 ou 3 étudiants, qui vont travailler pendant 2 mois sur le projet et seront supervisés par, un data scientist, senior tout au long du projet. Voilà donc, pour cet accompagnement qu'on propose. Maintenant, je vais laisser la Ouais. parole, à Pierre pour nous faire son retour, d'expérience. Ouais, si je peux me permettre aussi juste Mouchirat, et si tu reviens sur la slide précédente, tu évoquais, le cursus, avec l'alternance, hein. Nous, on y fait appel également. Ça fait 2 ans là qu'on a en continu, un alternant de la coding school, parce qu'on trouvait Mmh. ça intéressant. En plus, c'est des profils généralement en reconversion, donc on a une approche, nous on trouve vachement intéressante sur, Mmh. le fait d'avoir un œil nouveau sur les activités qu'on fait. Donc voilà, et ça marche, vraiment plutôt bien, hein. Amélie, qui était passée l'année dernière, on a Yanis cette année. Ça tourne bien, et on trouve que c'est un bon filon pour avoir des alternants qui ont un peu d'expérience, qui connaissent en général déjà un petit peu le marché du travail, et qui ont une approche, moi je trouve en tout cas très pertinente sur ce qu'ils peuvent proposer et dans leur intégration dans l'équipe, quoi. Ouais, tout à C'est fait. C'est vraiment un point intéressant. très important que tu as souligné, Pierre. C'est vraiment à la plateforme, il y a tous les profils possibles. Les étudiants, bah, ils viennent avec, des fois, des années d'expérience. C'est des gens qui sont en reconversion, professionnelle. Donc, voilà, qu'ils ont déjà leur propre, expérience professionnelle et qui peuvent vraiment enrichir, vos équipes. Euh, Et du coup, alors Pierre si va si nous décrire si je te quelques réponds, projets. ouais, Oui, si je te réponds sur les petits projets qu'on a pu faire, de notre côté. ouais. Alors, comme je te disais, nous on en a fait 3, hein, depuis l'année dernière. Le premier qui était, tout droit issu de notre discussion qu'on avait eue, au sein du groupe IA chez NGE. Donc on avait choisi 3 axes de pilotage et d'exploration, qui étaient, la prévision de trésorerie, la réclamation en IA, et l'aide à la décision pour les appels d'offres. Et donc, le premier qui était la prévision de trésorerie, alors là je vous ai mis une petite slide je vous ai mis à chaque fois des petites slides de leur soutenance. L'objectif, c'était de dire, on sait que, la trésorerie globalement, en tout cas dans le groupe NGE, elle se comporte, sous la forme d'un cycle en W. Donc, on dépense énormément d'argent au début de l'année, vers le milieu de l'année ça se stabilise, et enfin au moment de la clôture des comptes, on vient, vraiment faire un gros effort de facturation pour revenir dans le positif. On avait un réel besoin d'être capable de prédire un petit peu 2 choses, un peu cette valeur au milieu de l'année, parce que c'est là qu'on vient faire, un petit peu nos demandes de prêt, et donc c'est important de savoir un petit peu où on va se situer pour pouvoir faire des demandes pertinentes, et aussi notre valeur à la fin de l'année, hein, parce que voilà, vous vous doutez bien, Mm. à la fin d'une année comptable, c'est important d'avoir un peu une idée vers où on se dirige. Et donc on a fait travailler, un groupe d'étudiants pendant 2 mois sur, des modèles, de machine learning et d'IA, pour être capable, avec nos données du passé, de, prédire, ce qui allait se passer cette année en fonction du début. Et donc, là, on voit un petit peu les résultats des élèves là, qui avaient commencé une analyse de la donnée. Alors notre conclusion, c'était quand même qu'on avait trop peu, et c'est toujours un petit peu la
problématique sur de l'IA. On avait trop peu de données d'entrée pour Mmh. pouvoir réussir à faire des modèles qui restaient pertinents Mmh. et qui était assez puissant, pour la suite. Par contre, nous les équipes, de finance chez nous, on trouvait le sujet quand même super intéressant pour défricher leurs données, leur faire réfléchir, Mmh. autour de leurs données, leur faire explorer tout ça et d'ailleurs le sujet, même si, les prévisions restaient, assez larges, ça donnait quand même une tendance qui était assez agréable et on avait gardé du coup, Estelle Kaiser, qui avait fait le projet, avec le Central Digital Lab. Elle est restée chez nous ensuite en stage de fin d'études, parce qu'on Très voulait, bien, pousser le sujet un peu plus loin et le cadrer et elle a finalement d'ailleurs été embauchée, au sein de nos équipes de la DSI. Donc voilà, donc pour moi c'était une bonne réussite sur, l'intégration, du projet dans nos équipes et la continuité avec les élèves. Ça c'est notre premier projet. Après on avait décidé de parfait. faire de quelque chose un petit peu plus léger, où on s'était dit, on fait de la reconnaissance d'images, sur Google. Alors si vous vous amusez un petit peu, à chercher sur Google Photos ou quoi, vous tapez chat, on retrouve des chats, sans problème et on se demandait si on pouvait faire la même chose avec nos images de chantier. C'est une problématique qu'on a souvent, hein, pour nos remises d'appels d'offres ou même au quotidien. Est-ce qu'on est capable de reconnaître des images, de pelles, comme on en voit à gauche, d'autoroutes, un peu de nos différentes machines? Donc on avait challengé un groupe d'étudiants sur le sujet et ça avait plutôt bien marché avec, encore une fois le vrai problème qui était, l'entraînement. Parce que finalement les élèves ont passé énormément de temps à entraîner leurs algorithmes Mmh. pour pouvoir leur donner la compétence nécessaire pour faire de la prévision et on avait d'ailleurs eu notre premier sujet d'éthique autour de l'IA, parce qu'on voulait, Mmh. être capable de reconnaître aussi, femmes et hommes, parce qu'on a un peu cette problématique d'être capable de ressortir des photos, un peu plus diverses et en fait, on avait très peu de photos de femmes qu'on avait rentrées dans Mmh. l'algorithme pour l'entraîner et comme il y avait peu de photos de femmes, il était mauvais à reconnaître des femmes et du coup, il Il nous les ressortait identifiait encore comme moins de des photos de hommes? femmes. Ouais, ou il les identifiait pas, il n'arrivait pas à ressortir Ouais. les images et donc on a trouvé ça vachement intéressant sur Mmh. la partie biais, ça nous avait bien fait réfléchir, Mmh. au sujet. Alors je vois Olivier qui pose une question sur, l'objet initial de cette étude. Je suppose que, vous voulez parler de la partie, finance et donc nous vraiment, c'était vraiment un sujet de pilotage, hein, d'être capable, de voir un petit peu quel allait être notre, atterrissage à la fin de l'année. Parce qu'on a on a Mmh. un réel besoin de savoir si on est, serein ou pas et c'était un bon moyen également de communiquer ensuite avec nos équipes opérationnelles pour les motiver à aller faire les relances d'un point de vue finance et d'un point de vue notamment, facturation des clients pour pouvoir remonter dans le vert et au maximum dans le vert pour pouvoir, commencer l'année suivante, un petit peu sereinement. Et Très bien. enfin, dernier sujet qu'on a abordé exactement Olivier et des derniers sujets qu'on a abordés, c'était, une problématique qu'on avait avec nos équipes de TSO caténaire et donc je pense que quel est le sujet le plus technique qu'on ait fait, donc là c'était des élèves, qui venaient, je crois tous de Centrale Casablanca, Mmh qui a mh. intégré le groupe avec, Centrale Marseille sur le Central Digital Lab et du coup la plateforme et on les avait fait travailler sur un sujet qui était, on capture des nuages de points, avec TSO caténaire, de l'existant et ils ont des besoins de faire des coupes, pour prendre des cotes et des mesures sur, l'installation actuelle des poteaux caténaires et il y avait un challenge tout bête, mais qu'il fallait venir faire ces coupes dans le grand nuage de points, qui était un travail, qui était un petit peu énergivore et qui avait pas de grande valeur ajoutée et Mmh. donc là, pareil, on a fait travailler 4 étudiants, sur le sujet, qui ont eu de super résultats, qui ont été honnêtement très, très, très efficaces sur le sujet et donc qui ont été capables de nous faire un POC, fonctionnel et donc on est capable maintenant d'ingérer, 300 mètres de nuages de points et ça nous ressort, les petits, plans AutoCAD, découpés, un travail qui aurait pris peut-être 1 heure et demie à une personne, voilà, c'est fait maintenant en 2 minutes, en le passant dans le petit applicatif qu'ils nous ont fait. Et Très bien. pareil, hein, on a eu le souhait de continuer sur le projet et donc s'il accepte, je crois pas que c'était fait encore, s'il accepte, il y a un des étudiants qui rejoindra nos équipes, qui sont basées au Maroc d'ailleurs, pour, continuer à explorer le sujet. Parfait. Très bien et bah, c'est des beaux projets, ambitieux et tu peux nous dire, Pierre, comment ça se passe pendant le projet? Comment les étudiants, ils travaillent? Comment ils sont suivis? Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre côté? Enfin, comment se fait le suivi et le travail, finalement d'équipe, tout au long de ces 2 mois?
Alors on a une super relation avec, Anne-Laure Méallier qui encadre les élèves. Et donc, l'idée c'est que, moi en amont, j'essaye, au sein du groupe de trouver des gens qui sont motivés sur un sujet d'IA, numéro un, donc, et Mmh. numéro 2 qui ont un petit peu de disponibilité. Parce qu'en fait, finalement, ça va Mmh. très vite, hein. 8 semaines, ça Oui. passe très, très vite et l'important c'est qu'on puisse nourrir les élèves et leur donner du challenge en continu. Donc, on travaille un petit peu sous forme de, alors je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est exactement du mode agile, mais, on travaille un petit peu sous forme de sprint où, toutes les semaines, ils nous font une présentation pour nous Mmh. expliquer un petit peu où ils en sont arrivés, les problématiques qu'ils rencontrent et nous, on les recadre un petit peu sur, les objectifs qu'on veut leur donner et ce qui est le plus pertinent, selon nous, qu'ils fassent dans la suite. Et donc, pour ça, voilà, on se réunit 1 heure toutes les semaines, en gros, pour essayer de D'accord. cadrer le sujet et d'avancer dessus. Et à la fin, on a la chance d'assister à la soutenance, à distance ou en présentiel en fonction. Mais voilà, ça va vite, c'est intéressant, ça challenge les équipes. Alors, clairement, nous, on le fait pas pour, à la fin, en avoir un produit, commercialisable ou qui nous donne une énorme, différence, concurrentielle. Par contre, je pense que c'est un vrai moyen de nous ouvrir les yeux sur ce qui est possible ou non de faire et de motiver les équipes, sur les sujets d'IA, quoi. Très bien. En tout cas, c'est des beaux projets et puis, voilà, en 2 mois quand même, vous avez réussi à obtenir, bah, même si c'est pas peut-être des solutions qui sont, déployées, ou, mises en production, mais au moins ça vous a permis de voir la faisabilité de la solution et si vous voulez aller plus loin et ça vous a permis aussi de garder des étudiants de la plateforme et les embaucher, Tout à dans fait. vos équipes. Bah oui, de toute façon, côté NGE, nous, on cherche à recruter, hein. On a un objectif de 4 000 recrutements, en 4 ans là, donc tous les filons sont intéressants. On est intéressé par, des personnes, motivées et qui ont des profils qui matchent avec notre philosophie d'entreprise. Donc voilà, on est un petit peu ouvert à tous les profils, sur le sujet. Très bien. Merci Pierre en tout cas pour ce retour Avec d'expérience, plaisir. pour, ces projets. N'hésitez pas maintenant, on a du temps pour échanger avec vous, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Je vois Olivier qui a posé la question sur la partie finance, mais je pense Ouais, que tu je l'ai lui pris au as vol, ouais, que tu lui as répondu. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les projets, sur l'accompagnement, sur la data. Voilà, on est là avec Pierre pour vous apporter des réponses. alors Paul qui nous demande quels sont les projets en cours, chez Chez NGE. NGE. Alors c'est une très bonne question, Paul. Alors pour l'instant, on est en stand-by justement, je suis un peu à la recherche de nouveaux projets, à lancer chez nous. Alors on fait des projets, autour de l'IA hem, hors la plateforme, hein, qui sont un petit peu plus ambitieux et structurels, on va dire, pour nous, hein. C'est les 2 autres axes que j'évoquais, qui étaient les réclamations et la partie appel d'offres. Et donc là, pour l'instant, non, on cherche, nous, c'est plutôt des sujets d'exploration qu'on cherche. Donc là, j'attends un petit peu de trouver dans la discussion avec quelqu'un, le prochain projet qui pourra nous porter un petit peu sur le sujet. Et Olivier, pour répondre à la question sur combien de personnes structure l'équipe data chez NGE, alors on n'a Mhm, pas d'équipe data à proprement parler. On a un data analyst, du côté des achats. On a, côté innovation, moi qui fais un petit peu de data avec Simon et sinon, en fait, on a, 4 personnes, donc Guillaume Lange et 3 personnes au sein de la DSI, au sein du pôle, projet de la DSI qui s'occupe du data warehouse, qui sont accompagnés par des boîtes de prestat et dont c'est pas le sujet unique. Donc pour l'instant, chez NG, on n'est pas non plus structuré, purement pour la data avec, des data scientists, des data engineers, on n'a pas une réelle structure data et c'est peut-être quelque chose vers laquelle on va se diriger. C'est des discussions qu'on a en ce moment sur la manière dont il mhm. faut qu'on gère notre donnée et comment est-ce qu'on lui donne de la valeur, Mais dans les années à venir. j'allais dire pas encore. Voilà. D'autres questions? N'hésitez pas si vous avez des questions sur les projets, dites-nous, vous, c'est quoi si vous travaillez sur des projets data en ce moment et c'est quoi vos projets, vous, si est-ce que vous avez des projets en ce moment sur lesquels vous travaillez autour de l'IA ou de la data, Olivier, par exemple?
tous, pendus, au clavier d'Olivier. Ouais. Sujet assez HSE, de toute façon, si je peux rebondir là-dessus, hein, mon Ouais. Chira, Oui, oui, je bien pense sûr, que c'est vas-y. il y a vraiment Mmh. un gros levier côté HSE, notamment d'un point de vue data. Alors IA, je suis pas sûr encore, mais d'un point de vue data, parce que Mmh. c'est une population qui fait énormément de reporting, qui a beaucoup de données à collecter au quotidien et Mmh. à concaténer. Et c'est des gens qui parfois, d'ailleurs, n'ont pas forcément une formation et une très grande connaissance sur ce que Mmh. représente la donnée et comment la structurer intelligemment. Je sais que nous, on travaille beaucoup, notamment l'année dernière, on a énormément travaillé sur le sujet Mmh et mh. donc c'est clairement une grande piste, et quelque chose où on a beaucoup de retours et beaucoup de gains rapidement parce qu'en fait, rapidement, on peut les aider à se structurer, à aller beaucoup plus vite, dans le domaine HSE, Oui. c'est super intéressant. Ouais, oui, oui, oui. Et Samir qui nous dit qu'il travaille sur des données géotechniques. Ah, il continue sa phrase. Donc, oui, Olivier, c'est un sujet hyper intéressant. Donc, n'hésite pas à prendre contact après le webinaire si tu veux qu'on creuse un peu plus. Imaginer, bah voilà, comment on peut vous accompagner, peut-être via des alternants, une équipe qui travaille sur le sujet, des formations. Enfin, voilà, tout est à co-construire ensemble. Déjà Ah, la plateforme et qui bosse Olivier, dessus, il a déjà des stagiaires. Très bien, très bien, très bien. Et donc, Samir qui travaille sur des données géotechniques. Il y a Charles qui demande si vous avez exploré l'IA pour la gestion des documents sur vos ressources sur chantier. c'est rigolo, Des genre, permis de... Ouais. on en discutait aujourd'hui, avec un de mes collègues, alors nous, on pensait pas que l'IA en elle-même soit indispensable. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros travail à faire aussi sur la donnée en elle-même. Là où pour le moment, on fait encore beaucoup de travail manuel sur, le scan, le stockage, l'accès à ces informations. Il y a beaucoup de choses qui montent en ce moment sur l'ossérisation, donc la capture un petit peu automatique des données à partir de ces documents. Donc nous, c'est des choses qu'on veut commencer un petit peu à explorer pour faciliter, notamment la vitesse de traitement de tout ça, l'accueil sur chantier et cetera. Je à mon sens, il y a pas réellement de sujet d'IA parce qu'il y a pas énormément de prise de décision sur l'ensemble. C'est plus de l'automatisation du process en lui-même où, il y a de Mm. la reconnaissance de texte et cetera, qui La vont aller un peu plus détection vite. des informations, ouais. Ouais, tout à fait. C'est ça, reconnaissance Ouais. d'image un petit peu, et donc moi je catégoriserais plutôt ça dans la catégorie de l'OCR. Je sais pas ce que tu en penses, Mochira, mais voilà, Oui, beaucoup oui. d'OCR pour Oui, catégoriser les oui. données et les stocker au Tout bon à fait. endroit. Tout à fait. Si on veut détecter des informations, extraire des informations, des documents, on peut utiliser de l'OCR. Il n'y a pas vraiment d'IA derrière. Maintenant, sur des projets, par exemple, sur, je sais pas moi, matching des CV et des offres, moi, j'accompagne des entreprises qui utilisent du NLP, du Natural Language Processing, où ils Mmh. vont croiser plein de données à partir des CV, à partir des forums, à partir de plein de données sur les candidats. Ils vont utiliser du Natural Language Processing pour justement scorer ces CV-là et les matcher avec certaines offres. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Ouais. Merci Charles. Je sais pas s'il y a d'autres questions. On prend vos questions. On a encore 10 minutes. Je crois qu'il y a Paul qui Ouais. les domaines applicatifs où l'IA aura le plus d'impact? C'est une, c'est une bonne question, Charles. Alors moi je dirais alors, je voudrais reprendre sur le Pour challenge le NGE, challenge il précise, ouais, hein. Ouais. non, on va répondre pour les jeux. Alors je voulais juste repartir quand même de la problématique pour moi, c'est vraiment le challenge de la donnée et de la capacité qu'on a à entraîner, les algorithmes d'IA.
Parce que vraiment, c'est vraiment la base de l'IA, c'est d'être capable de l'entraîner, Mmh. donc ça demande énormément de temps. Et donc, pour moi, l'IA va s'appliquer qu'à des choses qui ont des cycles, relativement courts. Sinon, on n'aura jamais l'historique de la donnée suffisant pour pouvoir appliquer de l'IA, qui était notre problématique finalement sur les analyses de finances, où on se basait sur des saisonnalités qui étaient annuelles et où du coup, on n'avait pas assez de données structurées, surtout nous avec l'évolution de NGE, qui faisait pas sens au-dessus de, 4-5 ans. Et du coup, avec 4-5 ans d'entraînement, on n'était pas capable d'avoir un algorithme qui était pertinent, parce qu'il y avait pas assez de répétitivité. Et du coup, moi, je pense que la l'IA va avoir un intérêt sur des décisions en cycle court, notamment, quand on va se baser, alors on parlait tout à l'heure de l'analyse de CV, mais je pense qu'on va pouvoir aussi regarder, de l'analyse de documents. On commence à regarder un petit peu, de l'analyse de danger, de sécurité pour les chantiers. Je pense à toutes ces choses-là où c'est de l'analyse répétitive, pas forcément très complexe, mais qui se fait, souvent et à un grand rythme. Je pense que ça serait là qu'on trouverait le plus d'impact. Alors je sais pas si ça correspond exactement à la question, Charles, et après j'ai pas d'analyse plus précise, je dirais, du global. Et Paul, sur le côté humain avec l'IA, notamment le scoring avec les CV et cetera. Alors c'est une question qui revient souvent, je pense, quand on parle d'IA, avec pour moi ce qu'il faut voir, c'est que l'IA, elle est pas si performante que ça. C'est quelque chose qui est très rapide, qui est disponible, H24, qui peut faire des traitements, répétitifs, sans, avoir de biais de biais, ça dépend comment l'entraîner bien sûr, mais sans, on va dire, perte de motivation. Et pour moi l'IA, et l'automatisation, on va surtout les appliquer sur des tâches qui sont, sans énorme valeur ajoutée. Et donc ça nous permet de rediriger, notre public et notre personnel vers des tâches qui ont une réelle pertinence et sur lesquelles, leur cerveau complexe d'humain a un réel intérêt. Donc le scoring de CV, je pense pas, ou en tout cas moi je trouverais que c'est très bizarre et je déconseille de faire ça. On va pas prendre le CV qui a eu le 10 sur 10, on va pas prendre l'unique CV qui a le meilleur score pour passer derrière, mais ça va peut-être nous permettre de trier la moitié des CV ou 80 des CV que de toute façon on aurait jetés parce que c'était pas pertinent. Là, par exemple, nous, ce qu'on explore en ce moment, en IA sur le NLP qu'évoquait Mouchira avant, c'est, l'analyse de documents, longs dans lequel on va rechercher toujours la même information, le coût d'un marché, les délais, les pénalités et cetera, qui sont du travail, pas très intéressant et pas très pertinent dans la journée d'une personne. Et donc voilà, on cherche à automatiser ces tâches un petit peu, redondantes et ennuyantes. Alors Charles, sur l'analyse des techniques de construction et leur performance, alors pareil, moi c'est des trucs que je trouve super intéressants et hyper passionnants, avec pour moi le challenge d'avoir la donnée structurée. Parce qu'en fait, nous, on a commencé un petit peu à regarder, hein, pour certains projets chez nous, notamment dans les tunneliers. On voulait faire un petit peu de retour d'expérience sur les performances. On a fait un projet avec une autre école d'ailleurs sur le sujet. Il y a un énorme travail pour réussir à structurer la donnée et avoir la donnée cohérente pour être capable de l'analyser. Parce que si on veut pouvoir faire une analyse multifactorielle de cette donnée, il faut qu'on ait toutes notre données qui soient sous le même format pour l'ensemble de nos chantiers, avec les mêmes paramètres qui soient comparables. Et donc, oui, c'est très pertinent, oui, on peut faire plein de choses dessus, mais c'est extrêmement difficile d'avoir beaucoup de données pour l'analyser, quoi. On pourrait dire: «Ça fait, NGE, ça fait 20 ans que vous êtes construit, 90 ans que TSO dans le ferroviaire fait des travaux», mais on a retrouvé cette donnée structurée et assez propre pour l'analyser, c'est vraiment un gros travail, pour l'instant, c'est assez dur de l'avoir, quoi. Alors Valentin qui demande si les réponses aux appels d'offres, j'ai l'impression que j'ai été abandonné par Mouchira. Les réponses aux appels d'offres seront faites entièrement par IA, analyse et rédaction. Alors je pense qu'on en est très, 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 très loin et que surtout ça deviendra très, très chiant, si on fait ça. Bon, surtout qu'il faut savoir, hein, dans les process d'appels d'offres, il y a une énorme analyse technique et une vraie rédaction de la technicité de l'offre qu'on peut pas venir couper. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On en rêve tous, mais à mon avis, on en reparle dans 30 ans, on est toujours pas là. Et oui, Charles, je suis d'accord avec, toi sur le fait qu'il fasse, structurer la collecte de données en amont. Je me suis permis de prendre le relais, hein, Mouchira, Oui, oui, mais tu là pour ça aussi. pour ta courte disparition. Et voilà, j'ai répondu aux dernières questions. Je sais pas s'il y en a d'autres, sinon moi,
Ça m'a fait plaisir d'intervenir à tes côtés, Mouchira. Je trouve toujours ça intéressant d'échanger un peu sur les sujets sur lesquels on travaille. Ouais, oui. J'ai vu aussi la question sur tout ce qui est utilisation de l'IA pour le RH, pour les CV, le côté humain dans ça, etc. Moi, j'accompagne par exemple une startup qui s'appelle AR Suite et qui développe des solutions pour tout ce qui est matching entre offres et CV. Et on fait très attention à ça, on fait très attention au côté éthique déjà pour être sûr, par exemple, que les algorithmes ne sont pas biaisés, n'utilisent pas des informations biaisées parce qu'en fait, j'ai entendu Pierre dire qu'ils ne sont pas très efficaces, c'est ça le mot? L'IA, elle n'est pas très… Oui, elle est pas aussi performante qu'on peut l'imaginer. Oui, ouais, c'est pas une baguette magique en fait. Voilà. C'est pas voilà comme ça. Tout dépend des données. Et surtout, mais par contre, c'est des algorithmes qui sont très malins. Je vais dire, par exemple, nous, même quand on enlève par exemple le genre, on enlève le sexe, on enlève plein de données qui peuvent refléter le sexe par exemple de la personne. Et ben ces algorithmes, ils arrivent quand même à trouver des corrélations implicites, c'est-à-dire par exemple à partir des expériences professionnelles, ils peuvent catégoriser les candidats en deux groupes, en fonction des hobbies, en fonction, enfin, ils arrivent quand même à trouver des informations implicites sur la personne. C'est pour ça qu'il faut vraiment être très attentif quand on alimente ces algorithmes avec des données, d'être très attentif à ce genre de billets. Et pour le côté humain, ce qu'elle propose, par exemple, la solution, c'est pas de remplacer l'humain, mais c'est de lui proposer un outil d'aide à la décision. Ce qu'on propose à l'arrache, c'est pas OK, on vous met de côté et voilà, c'est la solution qui va matcher les CV avec les offres, mais c'est de leur dire au lieu que vous allez étudier son CV ou de son CV, par exemple chez L'Oréal, je pense qu'ils reçoivent 1 million de CV par an. Je pense pas qu'ils ont assez de RH pour traiter cette quantité énorme de CV, mais plutôt de prioriser, c'est de dire au lieu que tu vas te concentrer sur une centaine de CV, il y a 20 CV qui semblent correspondre à cette offre ou une dizaine de CV qui semblent correspondre à cette offre. Et du coup, elle va se concentrer plutôt sur ça, sur les entretiens et sur le côté humain. Voilà. Il y a Paul qui demande si les jours de formation Python ou Power BI sont organisés chez NGE. Ouais, je pense qu'on va clôturer là-dessus de notre côté, mais donc ouais, non, Paul, on n'a pas encore exploré absolument tout dans le catalogue de la plateforme. Python, je pense pas qu'on le fera, sauf sur quelques personnes très niches, mais d'un point de vue, on parlait tout à l'heure de la politique Citizen Dev, je pense pas qu'on ira le faire chez NGE, on n'est pas assez tech pour ça. C'est déjà bien former nos gens sur Excel. Par contre, pour BI, oui, probablement, faut qu'on continue un petit peu à réfléchir avec nos équipes de formation et Mouchira sur le meilleur format. Je pense qu'on gardera les niveaux un peu 0 ou vraiment débutants en interne pour la pertinence par rapport à notre cœur de métier. Par contre, c'est possible qu'on s'appuie sur la plateforme pour ensuite les gens qui veulent pousser plus loin la formation, voilà, et pour les gens un petit peu plus avancés. Très bien. Merci en tout cas, Pierre. Merci d'être à mes côtés pour ce webinaire, d'avoir répondu aux questions et échangé avec les différents participants. Merci à vous pour vos questions, pour vos échanges. Encore une fois, ce qu'on propose comme formation, comme accompagnement, on veut le construire avec vous. Donc, ce que je vais présenter là, c'est quelque chose qu'on a construit avec nos clients, mais on est très flexible. On peut imaginer d'autres formes d'accompagnement, d'autres formes de collaboration. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Encore une fois, merci pour ce webinaire et puis à votre disposition si besoin d'approfondir certains points ou d'échanger. Merci beaucoup et puis bonne soirée à tous. Merci beaucoup.